Bonjour tout le monde, bienvenue à la sixième édition du Sommet des leaders virtuels de Myélome Canada. Je suis Karine Gravel, je suis gestionnaire de l'éducation et de l'engagement communautaire à Myélome Canada. Ça me fait extrêmement plaisir aujourd'hui d'accueillir Dr. Richard Leblanc, qui est hémato-oncologue au HMR et qui a toutes sortes de chapeaux autres que ça. Vous allez voir dans sa présentation, mais il est également, entre autres, titulaire de la chaire Myélome Canada en myélome multiple. Donc, aujourd'hui, on est heureux de pouvoir avoir une mise à jour sur les traitements en recherche. C'est un sujet qui est très en demande. Donc, je vous invite tout de suite à accueillir Dr. Leblanc. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Merci de m'avoir invité pour la présentation. Vous voyez mon écran? Oui, Très bien. Donc, les prochains 45 minutes, on va parler en fait mise à jour sur la recherche, mais j'insiste sur le point, c'est vraiment la recherche clinique. J'ai fait fi de la recherche plus fondamentale, les recherches beaucoup plus préliminaires. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le fondamental, également donc en myélome multiple spécifiquement, mais je vais vraiment m'intéresser un peu plus à la recherche clinique, puis surtout les recherches un peu plus matures, celles qui débouchent sur des changements de nos conduites dans le traitement des gens atteints de myélome multiple. Euh, donc, j'ai des conflits d'intérêts potentiels, des subventions, des supports financiers pour la recherche, comme consultant pour les compagnies pharmaceutiques, mais rien qui va influencer là, la discussion d'aujourd'hui. Vous voyez ici, donc sur la slide, un peu la ligne du temps où, depuis plusieurs décennies, on a de plus en plus d'outils. Notre arsenal thérapeutique en myélome multiple est de plus en plus vaste, où vous voyez donc à gauche les différentes modalités thérapeutiques que l'on a côté chimiothérapie avec les corticostéroïdes, une classe de médicaments où la plupart des patients n'aiment pas les médicaments parce qu'ils ont plusieurs effets secondaires, mais malgré des booms technologiques, malgré des avancées importantes, on les retrouve encore en 2025 avec la prédnisone et surtout le décadron, les agents alkylants qu'on utilise encore avec le melphalan, surtout avec l'autogreffe, la cyclophosphamide, une classe de médicaments de chimiothérapie qui sont beaucoup moins utilisés aujourd'hui, les anthracyclines avec la doxorubicine, les immunomodulateurs avec les chimiothérapies un peu plus modernes, les imides avec la thalidomide qu'on utilise beaucoup moins aujourd'hui parce qu'on a des outils plus puissants avec moins d'effets secondaires, qui sont le lénalidomide, qui sont le pomalidomide, une autre classe de médicaments qu'on appelle les inhibiteurs des protéasomes, avec le premier membre qui est devenu commercialement disponible, le bortezomib, puis le carfilzomib. Il y a l'ixazomib qui n'est pas commercialisé. Il y a les anticorps monoclonaux avec le daratumumab, avec l'isatuximab, une autre classe de médicaments, les inhibiteurs de l'exportine 1 avec le selinexor, qui n'est pas encore commercialisé au Québec, qui l'est dans la majorité des provinces canadiennes. Et évidemment, donc, l'autogreffe qui inclut la chimiothérapie à haute dose, qui est le melphalan. Et parallèlement, donc, la colonne de droite, vous avez plusieurs thérapies de soutien qui fait en sorte que, donc, on arrive à mieux contrôler les manifestations du myélome multiple chez des gens qui ont le myélome multiple ou encore des effets secondaires de nos médicaments, de nos traitements. Donc, il y a la radiothérapie qui est parfois utile, les chirurgies orthopédiques, dans les traitements de support, il y a les protecteurs osseux qu'on donne certainement chez les gens qui ont une atteinte osseuse en lien avec le myélome multiple, avec les biphosphonates, l'Aredia ou le Zometa, les inhibiteurs du ligand RANK qu'on appelle le denosumab ou l'Exgeva, des facteurs de croissance, soit pour les globules blancs avec le GCSF, qui est le neupogène ou le grastophile, les agents érythropoïétiques, EPO qu'on appelle, comme l'Aranesp ou l'Eprex, les antibiotiques pour traiter les infections ou les prévenir, la vaccination, les échanges de plasma qu'on appelle les plasmaphérèses, parfois qui sont utiles pour le myélome multiple quand les anticorps sont trop importants, trop nombreux dans le sang et qu'on doit les enlever mécaniquement, ou encore pour la suppléance rénale, la dialyse. Donc, on a beaucoup, beaucoup de modalités de traitement, soit spécifiques pour le traitement du myélome multiple ou encore en traitement d'accompagnement comme traitement de support.
pour faire en sorte que les gens qui ont un myélome multiple aient la meilleure qualité de vie possible le plus longtemps possible. Et quand on regarde donc les traitements au fil de l'histoire, c'est dichotomisé. On l'a séparé sur le fait que dans les années 90, on a documenté que l'autogreffe de cellules souches, qui implique une chimiothérapie à très haute dose, que ce traitement-là changeait l'évolution de la maladie par rapport à ce qu'on avait comme chimiothérapie seule à l'époque. Donc, je vous ai mis plusieurs études. Ce n'est pas pour aller dans les détails de chacune de ces études-là, mais c'est la première série d'études qu'on appelle des études de phase 3 qui comparait ce qui était à l'époque traitement standard seul, auquel on ajoutait dans le groupe expérimental l'autogreffe pour voir que l'autogreffe améliorait le devenir à court terme, à moyen terme, mais aussi à long terme en améliorant la survie. Or, nos traitements de myélome se sont améliorés, comme je vous ai dit, au fil du temps, au fil des années. Et dans les années 2000, avec les IMID, comme le lénaludomide, dans les années 2000, avec les inhibiteurs des protéasomes, avec le bortezomib, le carfilzomib, donc des médicaments plus puissants, on s'est posé la question, ben c'est vrai, l'autogreffe était traitement standard dans les années 90, début des années 2000, mais est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que l'autogreffe était encore une plus-value à ce moment-là avec les nouveaux agents qu'on avait qui étaient plus puissants? On aurait fait une série d'études de phase 3 que je vous ai mis ici sur la slide, sans passer par chacune de ces études-là. On démontre quand même le bénéfice de l'autogreffe qui reste un traitement standard. Or, pour les 3 dernières études que vous avez sur ce tableau-là, si on va à l'autre slide, ici est représenté pour chacune de ces 3 études-là la survie globale des patients qui ont participé aux études, soit dans le bras sans autogreffe ou avec autogreffe. Mais il faut spécifier sans autogreffe en première ligne versus avec autogreffe en première ligne. Et ce que l'on voit, c'est le fait que sans autogreffe en première ligne, ben, ça ne semble pas être très détrimental pour les patients de ne pas l'avoir en première ligne, mais il faut voir dans chacune de ces études-là. Si on prend l'étude européenne EMN 02, au moment de la publication, 63 des gens ont eu l'autogreffe en deuxième ligne chez les gens qui ne l'avaient pas eu en première ligne. Pour l'étude IFM 2009, l'étude francophone, belge, suisse, surtout France, 88 des gens ont eu l'autogreffe en deuxième ligne. Et pour la troisième étude, un pourcentage moindre, mais tout ça pour dire que ces études-là, au final, si on a accès à l'autogreffe en deuxième ligne et qu'on l'utilise, ce n'est pas tant des études qui démontrent que l'autogreffe en première ligne n'est pas nécessaire. Ce que ces études-là ont démontré, c'est que l'autogreffe n'a pas obligatoirement besoin d'être faite en première ligne. S'il y a des contre-indications temporaire en première ligne, mais on peut certainement la retarder pour l'utiliser en deuxième ligne. Ça ne semble pas être détrimental sur la survie des gens, mais ça reste un outil important, un outil puissant, et ça reste parmi les traitements standards pour le myélome multiple. Donc, quand on regarde notre approche globale au Québec, au Canada aussi, donc on a un traitement d'induction dont le but est de réduire rapidement la quantité de maladies, où le standard au Québec, au Canada, et où devrait être pour les gens qui ne l'utilisent pas, le VRD pour quelques cycles, le VRD pour bortezomib, lénaludomide et dexaméthasone. Les gens qui sont éligibles à la greffe, on mobilise les cellules souches et on les collecte pour en avoir suffisamment pour 1 à 2 greffes. Le nombre de greffes est un sujet de controverse. La consolidation est aussi un sujet de controverse. On n'a pas d'études solides qui démontrent, hors de tout doute, un rôle au traitement de consolidation. Mais après la greffe, utiliser le traitement de maintenance, ça, c'est un standard de traitement international pour maintenir les acquis. Donc, l'induction et la greffe obtient une profondeur de réponse pour chacun des patients et la maintenance permet de maintenir les acquis et la maintenance se fait avec le lénaludomide. Comment faire mieux? Bien, la recherche a regardé, en fait, la recherche regarde tout à plein d'angles différents, mais ce qu'on a vu comme avancée dernièrement, c'est beaucoup plus en termes d'induction de traitement et aussi de maintenance, où on voit qu'il va y avoir des changements au courant des prochaines années.
Je vous donne l'exemple d'une étude qu'on appelle l'étude Manhattan, qui est une étude qui a regardé ce qu'on appelle un quadruplet. Quand on donne le VRD, par exemple, c'est un triplet. Il y a 3 médicaments, le bortezomib, le lénaludomide, la dexaméthasone. Cette étude-là regarde 4 médicaments d'impact pour le myélome multiple. Le daratumumab, qui est un anticorps anti-CD38, CD38 qui est exprimé sur les cellules de myélome, avec le carfilzomib, le lénaludomide et la dexaméthasone, chez des patients qui étaient potentiellement autogreffables, donc potentiellement éligibles à la greffe. On leur a donné 8 cycles de 28 jours de ce traitement-là et on a regardé ce qui se passait au fil du temps où la minorité de ces gens-là ont reçu une autogreffe en première ligne de traitement après ces 8 premiers cycles-là. Quand on regarde ce qu'on appelle la MRD, le MRD est un acronyme anglais pour dire Minimal Residual Disease, maladie résiduelle minimale. On est en train de changer le terme où on garde le même acronyme, mais pour parler de maladie résiduelle mesurable, où le M devient plus minimal, mais devient mesurable. Donc, la maladie minimale mesurable qui devient négative dans 71% des patients qui ont participé à l'étude. C'est un pourcentage qui impressionne beaucoup, qui nous dit que le traitement DARA-KRD est un traitement très, très, très puissant. Et avec ce type de puissance-là, bien, la question peut revenir, est-ce qu'on a encore besoin d'une autogreffe? Donc, ces études-là n'ont pas été refaites avec les quadruplets, avec ou sans greffe, et avec les nouveaux outils qu'on va se parler tout à l'heure, les anticorps bispécifiques, les CAR-T, à savoir si l'autogreffe a encore un rôle. Mais présentement, malgré ces résultats-là très impressionnants de taux de réponse et de qualité de réponse très importante, avec des survies sans progression qui sont de haute valeur, des survies de haute valeur, on peut se questionner sur la valeur de l'autogreffe qui va être rechallengée dans le futur. Mais tout ça pour dire que le quadruplet est un traitement puissant pour lequel, donc, on a eu quelques études de phase 3 en induction avant une greffe où on regarde un traitement standard, le VTD avec la thalidomide, pour tout le long du traitement auquel on fait la transplantation chez les gens pour les deux groupes, mais le deuxième groupe, le groupe expérimental, on ajoute le daratumumab pour faire le quadruplet DARA-VTD. Et quand on regarde le devenir des gens qui ont le quadruplet, tant en termes de survie sans progression, on regarde les gens qui ont le quadruplet versus les gens qui ne l'ont pas, et en termes de survie globale, les gens qui ont le quadruplet versus les gens qui ne l'ont pas, il y a des bénéfices cliniquement significatifs et statistiquement significatifs en faveur du quadruplet. C'est la raison pour laquelle cette étude-là, à l'appui, va dans le sens de l'utilisation des quadruplets éventuellement dans notre pratique standard. On a une autre étude, une étude de phase 2 qu'on appelle phase 2 randomisée, auquel on a utilisé traitement standard VRD, un triplet, auquel on autogreffe les gens, ont un traitement de consolidation, puis la maintenance, le traitement standard, versus le traitement expérimental, le même traitement auquel on ajoute le daratumumab. Et quand on regarde en termes de taux de réponse, de qualité de réponse, incluant ce qu'on appelle la maladie résiduelle mesurable, on voit les gens qui ont le daratumumab versus les gens qui ne l'ont pas. Les taux de réponse, les qualités de réponse et les MRD négatives sont nettement plus en faveur du quadruplet qu'avec le triplet. Et quand on regarde en termes de survie sans progression, on voit au fil du temps les courbes se diverger en faveur du quadruplet, qui suggère une meilleure évolution chez les gens qui reçoivent un quadruplet versus un triplet. Et une autre étude qui vient un peu aussi confirmer les observations préalable, une étude de phase 3, une grosse étude de phase 3, où on a regardé le traitement standard avec le VRD, autogreffe, VRD de consolidation, puis la maintenance, versus un régime similaire auquel on ajoute le daratumumab. Et quand on regarde, donc, pour les survies globales, les gens qui ont le quadruplet, des taux de réponse de l'ordre de 97% versus 94% pour le VRD. Quand on regarde des réponses de grande qualité qu'on appelle réponses complètes stringentes ou mieux, 69% versus 45%. Quand on regarde des MRD négatives avec une sensibilité de 10 à la moins 5, 75% versus
versus 48 On voit que les choses sont en faveur du quadruplet et quand on regarde l'évolution en termes de la survie sans progression, les gens qui reçoivent le quadruplet vont mieux que le triplet. Et on a une dernière étude qui n'est pas encore très mature, qui est une étude similaire de phase 3 où on regarde comme traitement standard le KRD, K pour en fait le Kyprolis pour le carfilzomib. Donc, c'est le KRD versus ISA-KRD. ISA pour isatuximab, qui est un autre médicament comme le daratumumab, qui est un inhibiteur, un anticorps anti-CD38 qui est présent sur les cellules de myélome multiple. Donc, on compare le bras standard versus le bras expérimental avec l'ajout d'isatuximab, auquel donc l'objectif primaire de l'étude était les niveaux de MRD. Ça a été présenté il y a à peu près 1 an et demi, auquel, quand on regarde les MRD après la consolidation, on voit des taux en faveur du quadruplet, 77 versus 67 Et quand on regarde post-induction, post-autogreffe, post-traitement global, post-consolidation, on voit que c'est en faveur du quadruplet versus le triplet. Donc, tout ça pour dire que ce sont des études qui vont tous dans le même sens en termes d'induction. Ces études-là suggèrent que le quadruplet est meilleur qu'un triplet. Ne soyez pas surpris si les choses, les conduites migrent vers le quadruplet plutôt que le triplet. On a d'ailleurs une étude qu'on appelle l'étude MIDAS, qui est une grande étude de l'IFM, de l'intergroupe francophone de myélome, qui ont donné pour les gens qui ont participé à l'étude, tous des patients éligibles à la greffe, 6 cycles de ISA-KRD, isatuximab, l'anti-CD38, le carfilzomib, le lénalidomide et la dexaméthasone. Chez les gens qui avaient une MRD négative, il y a une randomisation pas de greffe versus greffe. Et pour les gens qui ont une MRD positive après ces 6 premiers cycles d'induction-là, une greffe versus 2 greffes. Pour répondre aux questions, pour les gens qui semblent avoir une bonne évolution, est-ce qu'on a encore besoin avec des traitements puissants? Est-ce qu'on a encore besoin de l'autogreffe? Et dans le deuxième cas, pour des gens qui n'ont pas la réponse idéale que l'on souhaite avec une MRD négative, donc les gens qui maintiennent une MRD positive, est-ce que l'ajout d'une deuxième greffe est une plus-value par rapport à une greffe? C'est des études très préliminaires. On a des résultats très préliminaires sur l'induction seulement, mais on n'a pas encore les résultats sur les deux randomisations sur greffe versus pas de greffe ou une greffe versus 2 greffes, mais on voit que les taux de réponse et les qualités de réponse sont vraiment très impressionnantes pour un traitement d'induction avec des taux de VGPR, de réponse partielle très bonne, c'est-à-dire une réduction de 90 de la maladie ou mieux chez 92 des patients avant même de considérer une autogreffe. Et des taux de MRD négative de l'ordre de 63 c'est très impressionnant après une induction seule. On a une étude qui est en cours actuellement. Les résultats ne sont pas encore présentés, ne sont pas encore publiés. C'est des gens chez qui, donc, des gens éligibles potentiellement à une autogreffe, qui sont dirigés soit par randomisation vers le bras autogreffe versus le bras CAR-T. Donc, une nouvelle modalité d'immunothérapie qu'on va parler tout à l'heure un peu plus quand on va parler de la maladie récidivante ou réfractaire, mais c'est une étude qui risque d'ébranler la place de l'autogreffe, du moins en première ligne de traitement, où on va comparer donc autogreffe versus pas d'autogreffe, c'est-à-dire le CAR T-cell. On va voir quels résultats on va avoir de cette étude-là en termes de tolérance, de toxicité et de sécurité, et aussi en termes d'efficacité. Il y a aussi des études en termes de maintenance. Notre traitement de maintenance standard après une autogreffe est le Revlimid, le lénalidomide. On a des études qui démontrent des bénéfices à court terme, à moyen terme, également en termes de survie globale. Le lénalidomide d'entretien améliore la survie. Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Bien, on a 2 études, phase 3, qui regardent la question traitement standard Revlimid versus le même Revlimid auquel on ajoute le daratumumab, donc un duo de 2 médicaments en entretien pour essayer d'optimiser les acquis que l'on a obtenus de l'induction et de la consolidation. Donc, cette étude-là inclut des patients éligibles à la greffe,
qui ont eu certaines qualités de réponse qui sont randomisées entre le DR, c'est-à-dire daratumumab, lenalidomide, versus lenalidomide seul jusqu'à progression. Et quand on regarde en termes de qualité de réponse avec les MRD, c'est nettement en faveur du duo avec l'ajout de daratumumab et ça se répercute sur la survie sans progression avec des courbes qui commencent à diverger après 6 mois et qui sont significativement supérieures pour le duo avec le daratumumab. Donc, la PFS à 83 à 30 mois versus 66 à 30 mois, bras expérimental versus bras contrôle, c'est significativement en faveur donc, du duo. Donc, il ne faut pas se surprendre de voir apparaître au courant des prochaines années l'ajout de daratumumab sur le lenalidomide standard d'entretien. On a une deuxième étude qui étudie un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on prend des gens qui ont reçu préalablement une induction puis une greffe. Ils sont randomisés pour leur entretien entre le lenalidomide versus le lenalidomide et le daratumumab. Selon les réponses, les durées de réponse peuvent varier, mais cette portion d'étude-là va répondre à la question, est-ce que le lenalidomide est encore notre traitement optimal de maintenance où on devrait ajouter le daratumumab avec les résultats préliminaires que l'on a, c'est en faveur de l'ajout de daratumumab. Qui fait en sorte que notre approche chez les gens éligibles à la greffe est le traitement d'induction, comme on avait parlé tout à l'heure, mais au lieu d'être le VRD qu'on utilise actuellement, il ne faudra pas surprendre de voir apparaître le quadruplet au courant des prochains mois, probablement, qui est le DARA-VRD. Il y a quelques centres au Québec qui ont commencé à l'utiliser. Chez les gens éligibles à la greffe, donc on fait une mobilisation et une collecte de cellules souches en vue d'une ou deux autogreffes. Le nombre d'autogreffes est un sujet de controverse. La consolidation aussi, le rôle est toujours pas très clair. On n'a pas d'études formelles qui démontrent hors de tout doute du bénéfice de la consolidation, mais la maintenance est une portion du traitement très importante. Auparavant, c'était l'énaldomide seul. Il ne faudra pas se surprendre encore une fois de voir apparaître le daratumumab au l'énaldomide jusqu'à progression, ou du moins selon ce que va nous baliser les études cliniques pour voir la durée optimale de traitement. Si on va maintenant vers le côté des gens non éligibles à la greffe, en général, le critère de non-éligibilité est souvent en lien avec l'âge. Parfois, ça peut être pour des comorbidités ou pour des fragilités. Il y a quelques décennies, le traitement standard était une combinaison de melphalan-prednisone, auquel on a eu des phases 3 qui a démontré que le melphalan-prednisone avec la thalidomide, qu'on appelle le MPT, était supérieur. On a eu des études phase 3 qui ont démontré que l'énaldomide avec le dexaméthasone était supérieur au MPT, certainement en termes de tolérance. Et on a eu d'autres études qui ont comparé le RD, qui était notre standard à l'époque, avec le VRD, qu'on n'a pas accès au Québec. On a accès à le reste du Canada anglais, mais nous, on a accès au DRD, qui est quand même supérieur et certainement moins difficile à tolérer. Le DRD, donc c'est le traitement de première ligne qu'on utilise chez les gens non éligibles à la greffe. Donc, tout comme dans le passé, on essaye toujours d'améliorer nos résultats ou la tolérance au traitement. On a des études de phase 3 qui sont en cours pour regarder le quadruplet versus des triplets, que ce soit le DRD ou équivalent ou encore le VRD. Donc, quand on regarde ces études-là, l'étude Maya est l'étude qui avait mis qui avait établi la place du triplet DRD comme traitement standard à travers le monde. Tout le monde l'utilise beaucoup. On est aux portes des quadruplets. On va voir les études tout à l'heure, mais c'est une étude de phase 3 qui compare donc RD, qui était notre traitement standard, avec le traitement expérimental à l'époque DRD, pour voir qu'en termes de taux de réponse, de qualité de réponse, en termes de survie sans progression en faveur du DRD par rapport au RD, y compris en termes de survie globale. Donc, c'est devenu hors de tout doute un traitement standard. Comme je vous dis, on essaie toujours d'améliorer les résultats, l'efficacité ou du moins de réduire les toxicités. L'étude Cepheus est une étude qui compare le VRD suivi de RD à long terme versus le DARA-VRD suivi de DRD long terme. Quand on regarde les taux de réponse et surtout donc les qualités de réponse avec les taux de MRD négativité, donc 61% dans le bras
quadruplet versus 39 dans le bras triplet. Et ça se répercute également sur la survie sans progression, nettement en faveur du quadruplet. Quand on regarde une autre étude, l'étude IMROZ, qui troque donc le daratumumab pour l'isatuximab, c'est une étude similaire, ISA-VRD versus VRD, auquel, au fil du temps, on abandonne le bortezomib pour faire ISA-RD versus RD. Quand on regarde donc les bénéfices que l'on a en termes de survie sans progression en faveur du quadruplet, en termes de survie globale, bien, avec le relativement court follow-up que l'on a, bien, on n'a pas encore des bénéfices statistiquement significatifs, mais on voit que les courbes commencent à diverger au fil du temps. On va voir avec la maturité de cette étude-là, mais va dans le même sens que l'étude Cepheus. Et une très importante étude, une étude académique du groupe de l'IFM, France, Belgique et Suisse, ont randomisé 270 patients entre un traitement standard, l'équivalent du DRD, mais avec l'isatuximab plutôt que le daratumumab, qu'on appelle le ISA-RD, versus le ISA-VRD. Donc, triplet versus quadruplet, au fil du temps, on atténue l'intensité des traitements pour rendre la tolérance acceptable au fil des mois et des années qui passent. Quand on regarde en termes de réponse, de taux de réponse et de qualité des réponses, quand on regarde pour les MRD, qui était l'objectif primaire de cette étude-là, après les 18 premiers mois, 53 pour le quadruplet versus 26 pour le triplet, nettement en faveur du quadruplet, avec un court follow-up de tout au plus 2 ans, 23,5 mois. On n'a pas encore de grandes différences sur la PFS, la survie sans progression ou la survie globale, mais on s'y attend avec des différences si importantes de la MRD. Donc, tout ça pour vous dire que pour les gens non éligibles à la greffe et les gens qui sont fit, qui n'ont pas trop de comorbidité, ne sont pas trop frêles, fragiles, bien, le quadruplet semble supérieur au triplet. Par contre, on a chez les gens non éligibles à la greffe des gens pour des raisons d'âge, pour des raisons de comorbidité cardiaque, pulmonaire, rénale, hépatique ou autre, ou encore sur de la fragilité, bien, il y a des gens où les traitements intensifs de type quadruplet peuvent être difficiles. On tend même chez ces patients-là à atténuer l'intensité des traitements. On a une étude de l'IFM qui regarde chez des patients qui sont frêles une randomisation entre le RD, qui est un traitement standard, correct, versus DR avec le daratumumab et le lenalidomide, auquel on met de côté le décadron à long terme. Il est seulement utilisé pour les 2 premiers cycles. Quand on regarde en termes d'efficacité sur la survie sans progression, nettement en faveur du DR plutôt que le RD, et en termes de survie globale, également en faveur du DR. Donc, pour les patients fit, pour les patients qui n'ont pas trop de comorbidité ou de fragilité, le quadruplet semble vraiment supérieur, mais chez des gens qui sont un peu plus frêles ou on veut atténuer les traitements, le DR est probablement un traitement passablement optimal. Ce qui fait en sorte que donc, notre traitement standard jusqu'à tout récemment et encore actuellement est le DRD, le triplet, basé sur l'étude Maya, mais soyez pas surpris si on voit dans les prochains mois que les prescripteurs, les hématologues migrent les traitements de première ligne chez les gens non éligibles à la greffe vers un anti-CD38 avec le VRD, donc dans un contexte de quadruplet en raison de l'efficacité, qui ne sera peut-être pas la solution pour tout le monde parce qu'il y a des patients plus fragiles, plus frêles, auxquels il y a moyen de diminuer l'intensité ou la sévérité des traitements. On a une étude pour les gens non éligibles à la greffe. Les résultats ne sont pas encore présentés, ne sont pas encore publiés, mais c'est l'étude CARTITUDE 5, une étude avec les CAR-T. Enfin, on compare bras standard sans CAR-T versus début de traitement standard suivi de CAR-T. Donc, on a le VRD pour tout le monde. Et il y a un groupe de gens qui est randomisé vers le Cilta-cel, qui est un des CAR-T que l'on souhaite avoir sous peu. Il n'est pas encore commercialement accessible, versus pas de CAR-T. C'est une étude, donc on attend les résultats avec hâte parce que c'est une étude qui peut ou qui risque de changer les thérapies de première ligne avec des nouveaux outils d'immunothérapie comme les CAR-T.
Si on entre dans le contexte de la maladie récidivante, on sait que la quasi-totalité des gens atteints de myélome multiple vont malheureusement récidiver. Quand ils récidivent, ben, il faut donner un traitement de deuxième ligne, de troisième ligne, de quatrième ligne, ce qui fait en sorte qu'on est dans le contexte de la maladie récidivante. Et quand les gens progressent sous tel ou tel traitement, ben, ils sont réfractaires à ces traitements auxquels ils étaient au moment de la progression. Heureusement, on a plusieurs médicaments pour la maladie récidivante. Dans la ligne du temps de ma première slide, je vous avais montré qu'on avait plusieurs outils. Bien, il y a des outils qui vont s'ajouter aussi au courant des prochaines années. On a il y a plus de nouveaux médicaments que ça, mais c'est trois classes de médicaments qui sont très prometteurs, qui sont aux portes de l'accès par différents mécanismes, soit par les études cliniques, soit par des programmes par compassion ou par d'autres, des programmes d'accès spécial via Santé Canada. Donc, on peut avoir pour certains patients accès à certains médicaments, mais ils ne sont pas encore, du moins au Québec, et même pour le reste du Canada, ils ne sont pas encore ouvertement commercialisés. On a une première classe qu'on appelle les anticorps conjugués. Un anticorps, c'est quoi? C'est une petite molécule qui est synthétisée par les plasmocytes, des cellules de notre système immunitaire normal, qui sont formées de deux chaînes lourdes qu'on appelle et deux chaînes légères que vous voyez de chaque côté. Et les deux chaînes lourdes sont identiques, les deux chaînes légères sont identiques, ce qui fait en sorte que ces anticorps-là vont se fixer sur leur même structure antigénique qu'on appelle pour activer le système immunitaire pour tenter de détruire les cellules sur lesquelles ces anticorps-là se fixent. On a moyen de moduler ces anticorps-là en laboratoire pour leur conjuguer, pour leur associer des toxines. Dans le cas d'un médicament qui s'en vient, le bélantamab mafodotin, qu'on appelle le Bélamaf, on a ajouté une toxine qu'on appelle le MMAF, qui est le monométhyl auristatin F, qui est une toxine, quand l'anticorps se fixe par le BCMA, qui est une structure sur les cellules de myélome multiple. Quand ça se fixe sur le BCMA, il y a un rôle immunitaire contre le myélome multiple, mais en plus, l'anticorps va être internalisé, va être incorporé dans la cellule, auquel elles vont incorporer cette toxine-là qui va jouer son rôle toxique contre la cellule tumorale. Donc, c'est un nouveau médicament que vous allez voir apparaître au courant des prochains mois, probablement, qui est un médicament d'intérêt. On va voir deux études phase 3 tout à l'heure. Une autre classe d'immunothérapie qui est prometteuse, c'est les anticorps bispécifiques qu'on appelle. Les anticorps, normalement, leurs deux bras sont identiques, mais en laboratoire, on est capable de synthétiser des anticorps dont un bras est contre une structure antigénique et l'autre bras peut lier une autre structure antigénique. Donc, imaginez un anticorps qui lie la cellule de myélome multiple, soit par le BCMA qui est exprimé sur les cellules de myélome multiple ou le GPRC5D, et lie de l'autre côté, sur son autre bras, une cellule du système immunitaire. Ici, c'est le CD3. Le CD3 est présent sur nos lymphocytes T, donc certains de nos soldats de notre système immunitaire. Bien, on va approcher la cellule tumorale du système immunitaire, on va faire synapse et le système immunitaire peut mieux jouer son rôle pour tenter de donner des problèmes aux cellules de myélome multiple. Donc, dans les anticorps bispécifiques qui sont en développement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai été loin d'être exhaustif sur cette slide-là, mais il y en a trois qui sont un peu plus aux portes d'une commercialisation potentielle au Québec dans les prochains mois. On le souhaite. Il y a le teclistamab et l'elranatamab, qui sont des anticorps bispécifiques qui se fixent sur les cellules de myélome multiple via le BCMA. Et il y a le talquetamab, qui est un anticorps bispécifique qui se fixe sur une autre structure antigénique des cellules de myélome multiple qu'on appelle le GPRC5D. On va voir trois études tout à l'heure qui ont mis un peu la table de ces anticorps-là et ont démontré leur efficacité pour les gens qui ont un myélome multiple. Et la troisième, et non la moindre, une nouvelle classe de médicaments qu'on appelle les CAR-T, qu'on utilise de façon commerciale pour certaines autres maladies comme le lymphome, comme certains types de leucémie aiguë. Bien, pour le myélome multiple, il y a des CAR-T qui sont en développement. Principalement, il y en a d'autres cibles, mais actuellement, ceux qui sont les plus avancés, c'est contre le BCMA sur les cellules de myélome multiple. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va chercher les cellules du système immunitaire des patients, les cellules T,
et on va les éduquer en laboratoire pour qu'ils deviennent toxiques contre les cellules de myélome multiple. On en a deux un peu plus, qui ont plus d'études, des études matures, dont le Cilta-cel qu'on va parler tout à l'heure et Idécel qu'on va un peu moins parler parce que les résultats sont très bien, mais sont un peu moindres que pour le Cilta-cel. Donc, quand on regarde pour le bélantamab mafodotin, donc l'étude DREAM7, qui est une étude de phase 3, qui regarde des patients qui ont reçu déjà préalablement une ligne de traitement, qui récidivent. Et quand ils récidivent, donc les gens qui ont accepté de participer à l'étude ont été randomisés entre le bras standard qu'on appelle le DVD, daratumumab, bortezomib, dexaméthasone, versus bras expérimental avec le bélantamab mafodotin, plus le bortezomib et dexaméthasone. On donne pour un certain nombre de cycles et après un certain nombre de cycles de 8, on donne un traitement d'entretien, soit le Bélamaf versus le daratumumab à long terme. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde le suivi à long terme? Ici est l'objectif primaire de l'étude qui était d'évaluer la survie sans progression, qu'on regarde ce qui se passe chez les gens qui reçoivent le bélantamab mafodotin versus les gens qui ne le reçoivent pas, qui ont reçu le DVD. Le DVD, qui est un bon traitement, qui est un traitement qui peut être utilisé, qui est accessible, bien, on voit clairement le bénéfice du bélantamab mafodotin avec une survie sans progression à 3 ans, qui est autour de, en fait, la médiane est autour de 37 mois versus 13,4 mois pour le bras DVD, clairement en faveur du bélantamab mafodotin. On a donc eu un update de cette étude-là, mais cette fois-ci sur la survie globale. Quand on regarde la survie des gens qui reçoivent le Bélamaf versus les gens qui ne l'ont pas reçu dans l'étude, c'est nettement aussi en faveur du bélantamab mafodotin. On a une deuxième étude de phase 3 avec le bélantamab mafodotin, DREAM8, qui regarde encore une fois chez des gens en maladie récidivante qui ont reçu au moins une ligne de traitement préalable, qui ont reçu obligatoirement du lénaludomide dans le passé. La majorité y était réfractaire. Et qu'on regarde les bras de traitement PVD, qui est un très bon traitement de maladie récidivante, qui n'est pas accessible au Québec, mais qui a été utilisé dans l'étude, donc le pomalidomide, le bortezomib et dexaméthasone, versus le bras expérimental avec le Bélamaf, donc bélantamab mafodotin, pomalidomide, dexaméthasone, et on regarde qu'est-ce qui se passe à moyen long terme. Quand on regarde la survie sans progression, les médianes ne sont pas atteintes pour le bras bélamaf, mais vous voyez très divergents les courbes qui sont en faveur du bélantamab mafodotin versus le PVD, qui est un très bon traitement, encore une fois. Donc, ces deux études-là démontrent la plus-value, l'efficacité du bélantamab mafodotin. Malheureusement, donc, chaque médicament a son profil d'effets secondaires et le bélantamab mafodotin a donc différents effets secondaires, côté digestif un peu, côté des cytopénies, faire baisser les globules blancs, faire baisser les plaquettes, de la fatigue, des choses du genre assez générales aux médicaments de chimiothérapie que l'on a, mais plus particulièrement ont une toxicité au niveau de l'œil, au niveau de la cornée, et peut donner des problèmes visuels. Donc, c'est des choses qu'on doit tenir compte. Il y a des précautions à prendre quand on utilise ce médicament-là, avec des évaluations par un optométriste ou un ophtalmologiste avant toute première dose du médicament, certainement pour les premiers cycles, pour s'assurer de la bonne tolérance sur la cornée et de la santé de la cornée avec l'utilisation de ce médicament-là. Mais donc, oui, il y a des toxicités qu'on doit connaître, qu'on doit tenir compte, qu'on doit surveiller pour pouvoir donner ces médicaments-là de façon sécuritaire, mais ces médicaments-là peuvent être donnés de façon sécuritaire. Donc, c'est une classe de médicaments, les anticorps conjugués, comme le bélantamab mafodotin, qu'on risque de voir arriver dans les prochains mois. Pour les anticorps bispécifiques, donc, on a le teclistamab qu'on a parlé tout à l'heure, qui est un anticorps bispécifique anti-BCMA dans une étude phase 1, phase 2 qu'on appelle l'étude Majestec pour des patients qui étaient en maladie récidivante réfractaire, qui avaient reçu au moins 3 lignes de traitement préalable. En réalité, les patients qui ont participé à l'étude avaient reçu 5 lignes de traitement préalable. 78% des patients étaient réfractaires à 3 classes de nos médicaments, c'est-à-dire les anti-CD38, les IMID et les inhibiteurs des protéasomes. Quand on regarde en monothérapie, le teclistamab, on a obtenu 63% de taux de réponse, dont des réponses de qualité, des VGPR ou mieux, c'est-à-dire des
taux de réponse partielle très bonne ou mieux, 90% et plus de réduction de la masse tumorale dans tout près de 60% des gens, avec une PFS médiane de l'ordre de tout près de 12 mois, de tout près de 1 an, avec une survie globale autour de 20 mois. Donc, on n'est pas dans le contexte curatif, on le sait, mais on ajoute du temps de qualité de vie à des patients qui, en l'absence de ces traitements-là, n'auraient pas cette évolution-là que vous voyez. On a un autre médicament qui est l'elranatamab dans l'étude Magnétisme 3, qui est une phase 2 qui regardait ce médicament-là sur un plus grand nombre de patients, donc 123 patients de gens qui ont reçu en médiane 5 lignes de traitement antérieur, donc des patients lourdement pré-traités. 97% des gens étaient triple classe réfractaire. Quand on regarde la survie sans progression, bien, la médiane était de l'ordre de 17 mois et la survie globale, la médiane, est autour de 24 mois. Des résultats très importants, très intéressants pour un médicament en monothérapie, pas en combinaison, en additionnant différents médicaments, mais utilisés en agent seul. C'est des médicaments qui sont très efficaces et on les a utilisés chez des gens qui étaient lourdement pré-traités. On sait que ces outils-là sont plus efficaces, leur durée d'efficacité est beaucoup plus longue quand on les utilise plus précocement dans l'évolution de la maladie. Un troisième anticorps bispécifique qui se lie cette fois-ci pas au BCMA, mais au GPRC5D. Donc, il y a une utilité chez les gens qui développent un état réfractaire avec les anti-BCMA. Le talquetamab, dans l'étude monumentale 1, une étude de phase 1, phase 2, qui a regardé ce médicament-là en monothérapie. Encore une fois, des patients lourdement pré-traités qui ont reçu 6 lignes de traitement antérieures. On avait des taux de réponse de l'ordre de 60-70% qui pouvaient être soutenus. Quand on donnait le médicament aux 2 semaines, on avait autour de 1 an, de 12 mois de survie sans progression médiane, ce qui est important chez des gens lourdement pré-traités d'avoir des nouveaux outils pour améliorer leur évolution. Finalement, donc pour les CAR-T, on a le Cilta-cel qui est un CAR-T. Donc, le CAR-T, on va chercher chez les gens, chez les patients, leurs lymphocytes par un échange on fait circuler dans une machine le sang des gens et la machine va chercher certaines cellules du système immunitaire qu'on appelle les lymphocytes T. Et quand on obtient suffisamment de lymphocytes T, bien, ces lymphocytes T-là, en laboratoire, on les transfecte, on les éduque pour qu'ils deviennent toxiques, beaucoup plus toxiques contre les cellules tumorales, les cellules de myélome multiple. On les fait se multiplier et on les réinjecte aux gens. Donc, on est dans un contexte autologue, c'est les propres cellules, les propres lymphocytes des patients qui sont éduqués en laboratoire et qu'on retourne, qu'on réinfuse aux patients. C'est une seule injection, ce n'est pas des injections à répétition normalement. Donc, l'étude Cartitude 1 est une étude où on a utilisé le Cilta-cel, le CAR-T, chez des gens qui avaient reçu au moins 3 lignes de traitement antérieur qui devaient inclure des inhibiteurs des protéasomes, les IMID, des anti-CD38. Et donc, dans les faits, les patients étaient lourdement pré-traités également. 6 lignes de traitement antérieur médiane, donc des gens qui ont reçu la totalité de tous nos outils que l'on a standards commercialement disponibles. Et quand on regarde les taux de réponse, dans la publication initiale, 97%, dans des updates, on voit 98% de taux de réponse, beaucoup de réponses de grande qualité. Et quand on regarde la durée des réponses, c'est des réponses qui sont encore plus longues que ce qu'on voit avec les bispécifiques, du moins quand on regarde cette étude-là, tout près de 3 ans de survie sans progression médiane, ce qui est très important chez des gens dont la survie rendue en 7e ligne de traitement au plus, les gens n'ont pas cette évolution-là attendue. Chaque médicament qui sont utiles, qui sont efficaces chez des patients lourdement traités, quand on les utilise plus précocement dans l'évolution, en 2e, 3e, 4e ligne de traitement, ben, les résultats sont souvent meilleurs. On a 2 études phase 3 qui comparent un CAR-T. Dans cette étude-là, Cartitude 4, c'est le Cilta-cel, versus chimiothérapie standard. Dans cette étude-là, les chimiothérapies standards étaient le DPD pour daratumumab, pomalidomide, dexaméthasone versus PVD, pomalidomide, bortezomib, dexaméthasone.
au choix du clinicien, du médecin traitant, versus Cilta-Cel, qui est le CAR-T, chez des gens qui ont reçu 1 à 3 lignes de traitement préalable. Et quand on regarde les survies sans progression, on voit clairement les résultats en faveur du CAR-T plutôt que les thérapies standards, qui sont des bonnes thérapies standards. Mais on voit que le Cilta-Cel fait nettement mieux. On a une autre étude similaire, l'étude Karma 3. Cette fois-ci, ce n'est pas avec le Cilta-Cel, c'est avec l'Idécel, un autre CAR-T, où on randomise entre chimiothérapie standard. Dans cette étude-là, il y avait possibilité pour le clinicien de choisir entre 5 chimiothérapies, celle qui était le plus appropriée pour le patient, versus le Idécel. Et du même ordre, les différences sont similaires dans cette étude-là. Quand on regarde Idécel, les gens qui reçoivent Idécel vont nettement mieux que les gens qui ne le reçoivent pas. Donc, on est en train d'établir, de mettre la table à ces thérapies un peu plus futuristes, mais qui sont maintenant là, à nos portes. Il ne faudra pas se surprendre d'y avoir accès prochainement. Donc, ça conclut un peu la présentation. Je parle souvent vite, mais non, je rentre dans mes temps. En termes de conclusion, il y a eu beaucoup d'avancées en myélome multiple. Vous le voyez, puis tout ce que je vous ai présenté, c'est des études qui sont très, très matures, qui vont changer les conduites. Il y a une multitude d'autres études avant ces études-là qui sont un peu plus préliminaires pour établir la place de d'autres traitements ou des façons différentes de donner ces traitements-là. Mais ce que je vous ai présenté, c'est des études en induction qui sont en train de changer nos conduites pour l'induction avant une autogreffe avec les quadruplets, la maintenance, l'énalidomide seul vers l'ajout d'un anticorps anti-CD38 comme le daratumumab. En première ligne, chez les non éligibles à la greffe, le quadruplet dans les prochains mois, on va voir qu'ils risquent de faire leur place. Et en contexte de maladie récidivante, on avait déjà un bon arsenal thérapeutique, mais on ne guérit pas le myélome multiple, on a besoin d'autres outils. Et donc, on voit arriver plusieurs nouvelles classes de médicaments, entre autres les anti-BCMA avec des anticorps conjugués, des anticorps bispécifiques et des CAR-T qui vont, on a hâte qu'ils arrivent là, dans les prochains mois / prochaines années. Ça fait un peu le tour de la présentation. Super, merci beaucoup, Dr. Leblanc. C'est tellement intéressant. C'est beaucoup, beaucoup d'informations pour les gens à la maison. N'hésitez pas à retourner dans la présentation puis reprendre certaines sections là, pour bien comprendre là, tout ce qui a été dit. Je vais commencer à prendre les questions dans la messagerie ou dans le chat. Pour ceux qui sont à la maison, qui voudraient poser des questions, je vais juste ouvrir le panneau de discussion. Par le temps que les gens trouvent leurs questions, à ce moment-là, je vais juste poser une question qui est très, très, très populaire lorsqu'on a les réunions de groupes de soutien. Les gens demandent toujours les traitements en maintenance avec le lénaludomide. Là, on a vu avec le DARA aussi. Les gens demandent tout le temps après 2 ans. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Ça, c'est beaucoup les commentaires qu'on a. Inconsistance, peut-être d'une province à l'autre aussi. Donc, est-ce que vous pouvez dire quelques mots par rapport à ça? En fait, l'inconsistance vient du fait que les études ne balisent pas mur à mur la durée optimale des traitements. Puis c'est pas les discordances que l'on voit ne sont pas nécessairement juste d'une province à l'autre, mais même d'un docteur à l'autre. Actuellement, on a les études qui ont démontré les meilleurs résultats pour le traitement de maintenance. C'était des traitements de maintenance jusqu'à progression, donc sans délai prédéterminé. On a certaines autres évidences sur des études que je vous ai parlé tout à l'heure, mais très brièvement. On a l'étude détermination et une étude de l'IFM qui regarde, donc tout le design est pareil, sauf la durée de maintenance. Dans l'étude de l'IFM, c'était pour 1 an, puis pour l'étude détermination, c'était jusqu'à progression. Quand on regarde les résultats de ces 2 études-là, les résultats de détermination sont meilleurs. Or, tout le reste du traitement était tout identique pour l'induction, la greffe, la consolidation. C'était la durée de maintenance qui différait. Donc, cette étude-là suggère que probablement l'entretien jusqu'à progression est probablement utile. Une fois qu'on dit ça, est-ce qu'il y a des sous-groupes de gens qui obtiennent des réponses de très grande qualité et des réponses de très grande qualité soutenues dans le temps chez qui on pourrait se permettre d'arrêter les traitements?
Il y a le concept, donc après 3 ans de gens qui ont eu de l'entretien, qui obtiennent des MRD négatives, idéalement des MRD négatives soutenues dans le temps, 12 mois et plus, c'est des gens que peut-être que le fait d'arrêter l'entretien, on ne serait pas détrimental pour l'efficacité du traitement, puis on pourrait diminuer les effets secondaires des traitements. Actuellement, je n'en suis pas là. Comme médecin traitant, quand je vois les patients qui me posent la question, je leur mentionne que s'ils le tolèrent bien et que le traitement fait son travail, que je préfère le continuer. Mais il y a des patients qui insistent. Ben, je montre de l'ouverture disant, ben, regardez, on peut toujours évaluer ce qu'on appelle la MRD. Puis si vous êtes MRD négatif et que vous insistez pour qu'on fasse une pause de traitement, on va faire une pause de traitement. Mais si vous êtes MRD positif, vous pouvez faire le choix qu'on arrête quand même. Mais on va être un peu plus dans des terrains glissants. Parce que quand on arrête les traitements d'entretien, dans les mois qui suivent, c'est pas rare de voir des progressions apparaître. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite avoir les réponses de meilleure qualité avant d'arrêter potentiellement un traitement. Mais de base, cet arrêt-là ne provient pas de moi comme clinicien et plus à la demande des patients. Très bien dit. En fait, c'est souvent par rapport aux effets secondaires qui sont connus, ils essayent de voir, dans le fond, parfois ça peut être de diminuer, j'imagine, ou d'arrêter, mais c'est vraiment une discussion à avoir avec votre oncologue, naturellement. N'hésitez pas aussi à faire vos petites lectures sur myelome.ca. On a sorti un infoguide sur les effets secondaires. Peut-être que ça peut aussi possiblement vous aider. Je vous invite à aller le consulter. J'ai une question par rapport au CAR-T. Les gens qui veulent y avoir accès aujourd'hui, c'est vraiment juste par les essais cliniques. C'est bien ça? Non? Oui, Parfait. il y a pas moyen d'avoir accès au CAR-T en dehors d'essais cliniques C'est au ça. Canada encore. OK. On est Parfait. aux portes, vraiment aux portes, mais on n'y a pas encore accès. Parfait. J'ai une petite question par rapport à la MRD qu'on discutait tantôt, qui est le terme anglais vraiment pour définir, dans le fond, la maladie résiduelle minimale. Est-ce qu'on peut reprendre juste vitement là, la notion? Chacun des tests pour évaluer la maladie a ses limites, a un certain seuil de sensibilité. Quand on a des tests peu sensibles, bien, quand on ne voit plus rien par ces tests-là, ça ne veut pas dire qu'il n'en reste plus, il en reste encore, mais puis il en reste plus que pour des tests plus sensibles. Et plus on a des tests sensibles, plus on peut arriver à détecter des petites quantités de maladies qu'on n'arrivait pas à détecter avec les autres tests que l'on avait. La MRD, donc la maladie résiduelle minimale ou mesurable, c'est un test, donc il y a différents types de MRD qu'on peut effectuer, mais la plus classique, c'est celle au niveau de la moelle osseuse. On prend un échantillon de moelle chez les patients, une aspiration de moelle, et on envoie ça dans un laboratoire, soit de biologie moléculaire ou de cytométrie en flux, où on arrive à détecter une cellule anormale, une cellule de myélome, par 100 000 ou millions de cellules normales. Donc, on arrive à détecter des petites quantités de maladies résiduelles. Pour certains patients, on peut avoir des MRD négatifs. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a moins d'une cellule anormale par 100 000 cellules normales de moelle osseuse. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste plus de maladie. Il reste encore de la maladie, on le sait, mais c'est en bas du seuil de ce test-là. Et éventuellement, on va avoir des tests encore à meilleure sensibilité dans quelques années, mais là, nos tests à meilleure sensibilité, c'est ce qu'on appelle la MRD. Ce n'est pas des tests qui sont faits de façon standard commerciale actuellement. Les structures ne sont pas encore montées dans les hôpitaux, dans les laboratoires, ni au Québec, ni dans le reste du Canada anglais. Ça se fait à Maisonneuve-Rosemont. On a notre laboratoire de cytométrie en flux où on le fait, mais on sélectionne les gens chez qui ça pourrait changer la conduite. Parce que actuellement, les conduites ne seront pas changées pour la majorité des patients sur la base de la MRD. La MRD a une valeur pronostique, mais actuellement ne devrait pas changer pour la majorité des gens la conduite. Mais ça aussi, on est aux portes de conduite thérapeutique où les résultats de MRD vont moduler la thérapie ou l'intensité de thérapie. Bien là, à ce moment-là, il va falloir qu'on ait accès comme société à des plateformes de laboratoire qui permettent de faire la MRD de façon à plus grand régime que des patients sélectionnés.
Merci beaucoup pour les explications. C'est souvent des notions, on pense que c'est facile, mais pour certaines personnes, je pense que c'est bon de comprendre tout le processus. Merci beaucoup. J'ai une question ici. Qu'en est-il d'une récidive d'un myélome non sécrétant si au départ le myélome était sécrétant? Comment assurer le dépistage en cours de la rémission si le patient a uniquement des prises de sang aux 3 mois? Oui. Donc, la majorité des gens qui ont un myélome multiple ont ce qu'on appelle une maladie sécrétante, c'est-à-dire qu'il y a des marqueurs, des anticorps ou des portions d'anticorps qui sont sécrétées qu'on est capable de mesurer et qui sont en haut d'un certain seuil. Quand c'est en bas de ce seuil-là, on va parler de maladie oligosécrétante et quand ça ne sécrète pas du tout d'anticorps, on va parler de maladie non sécrétante. Pourquoi c'est important? C'est que c'est notre marqueur, c'est l'un de nos marqueurs importants pour suivre la maladie, pour suivre une progression de maladie ou suivre la réponse quand on donne un traitement. Or, donc, il y a 1 à 2 des gens au diagnostic d'un myélome multiple qui n'ont pas de maladie mesurable. C'est en bas d'un certain seuil pour arriver à bien quantifier la maladie. Et lors des récidives, bien, ce pourcentage-là augmente première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, ainsi de suite, où on a un plus grand nombre de gens qui ont des maladies non sécrétantes, où bien, on perd une portion de ce qui est mesurable comme maladie, où on doit se rabattre un peu plus sur l'imagerie, un peu plus sur les examens de moelle pour évaluer la réponse ou une fois que le traitement est donné, évaluer le moment où la maladie peut progresser. Donc, le plus souvent, les gens qui ont un myélome multiple, qui sont sous traitement, on fait une fois par mois ou une fois aux 2 mois, on regarde la valeur de la maladie parce qu'est la maladie sécrétante, mais chez les gens qui n'ont pas de maladie sécrétante, à ce moment-là, l'imagerie comme le PET scan ou d'autres imageries un peu plus qui sont plus sensibles, qui sont de meilleure qualité, ben, on a besoin de les faire un peu plus souvent. Maintenant, on ne peut pas faire des PET scans, par exemple, une fois par mois, une fois aux 2 mois. On les fait un peu plus espacés, mais on arrive à documenter la maladie quand même pour les gens qui ont de la maladie moins sécrétante. Mais c'est un peu plus difficile. Effectivement. Pour une personne qui serait en deuxième ou en troisième rechute, est-ce qu'il peut accéder facilement à une recherche clinique en CAR-T concrètement puis à court terme? Comment Pour ça chaque, fonctionne? pour chaque patient au Québec ou au Canada, pour chaque patient, qu'on soit en première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, il y a potentiel d'avoir des études. Et les études ne sont pas statiques. Ce n'est pas des études qu'on va avoir pour les 10 prochaines années. Une étude ouvre, une étude ferme quand on a recruté le nombre de patients. Puis quand on ferme une étude, souvent on en ouvre une autre. Donc, poser pour les gens qui ont un myélome multiple, poser la question à leur médecin, avez-vous une étude qui serait d'intérêt pour moi? Et si vous n'en avez pas ici, est-ce que dans mon environnement relativement proche, pas à Vancouver pour Montréal, mais dans un environnement relativement proche, est-ce qu'il y a un centre qui aurait des études qui seraient d'intérêt pour moi? Et on n'en a pas juste en maladie récidivante, on en a aussi en première ligne. Par exemple, à Maisonneuve-Rosemont, je vous ai parlé de l'étude Cartitude 5. Le CAR-T pour les gens non éligibles à la greffe, ben, on l'a eu. Maintenant, il est fermé au recrutement. Mais l'étude Cartitude 6, autogreffe versus CAR-T, on l'a eu à Maisonneuve-Rosemont. Là, le recrutement vient juste de terminer. Donc, on a des études même en première ligne de traitement. On en a beaucoup aussi en maladie récidivante. Puis on en a de toutes sortes, puis pas juste au même site. Souvent, donc le CUSUM, le CHUM, Sacré-Cœur, Maisonneuve-Rosemont, Québec, Sherbrooke n'ouvriront pas nécessairement les mêmes études. Donc, il y a moyen de poser la question si les gens qui sont ouverts à participer à des études cliniques, à faire cet investissement-là, la majorité des gens, pas la totalité, la vaste majorité des gens que j'ai eus qui ont participé à des études cliniques, plus de centaines et centaines de patients ont bénéficié de leur participation aux études cliniques. La rétroaction que j'ai parfois dans les groupes de soutien, c'est que ce n'est pas tous les médecins qui sont en faveur d'envoyer leurs patients d'emblée dans les études cliniques. C'est vraiment important pour les patients de comprendre qu'ils ont leurs droits et ils doivent défendre leurs droits de ce côté-là. Ils ont accès à toute l'information, c'est-à-dire, par exemple, sur myelome.ca, vous pouvez trouver un infoguide sur les essais cliniques pour vous donner un peu plus d'informations sur le fonctionnement, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et aussi, on a un outil pour faire des recherches
sur c'est quels essais cliniques qui sont disponibles au Canada. Ça vous permet de rentrer des petits filtres de recherche, aller voir qu'est-ce qu'il y a de disponible. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vous là, qui allez choisir votre essai clinique, mais ça vous permet de voir qu'est-ce qui est disponible et ensuite de ça, ramener l'information à son médecin et avoir la discussion. C'est un peu ça l'idée. Mais sachez que oui, effectivement, dans la plupart des cas, vous avez accès aux essais cliniques. Donc, c'est important de se renseigner. Un point Je vais... important en lien avec Oui, ça, mentionner, donc j'ai des patients, j'encourage énormément la recherche. J'en fais depuis plusieurs années. J'ai des patients, par exemple, un patient dont la progression de la maladie est un peu trop rapide. Des fois, on n'a pas le temps d'attendre de faire tout le préparatif pour une étude clinique. On a besoin d'une période de screening pour s'assurer de l'éligibilité et tout. Bien, parfois, les semaines qu'on a besoin pour faire le screening, pour certains patients, la maladie ne laisse pas ce temps-là. Donc, pour des raisons de sécurité, il y a des patients qui ne sont pas volontairement dirigés vers une étude clinique. Parfois, ça peut être pour de l'insuffisance rénale ou pour d'autres raisons. Les globules blancs sont trop bas, les plaquettes sont trop basses. Si de base, par exemple, j'ai un patient qui a une fonction rénale ou ce qu'on appelle la clairance de la créatinine est inférieure à un certain seuil, j'ai beau vouloir que le patient soit dans une étude, le patient a beau vouloir être dans une étude, si le critère d'éligibilité, ça prend une fonction rénale supérieure à celle de l'étude, il ne sera pas éligible. Donc, souvent, les médecins ont fait, quand on voit des patients où on a des études potentielles, on peut faire un pre-screening pour regarder est-ce qu'un patient potentiellement pourrait être éligible, parce que je ne ferai pas tout le travail, je n'exposerai pas le patient à tout le travail d'un screening pour une étude si de base, j'ai une évidence qu'il ne sera pas éligible. Donc, c'est pour ça que j'aimerais que tous les patients de la province, de notre pays, le Canada, participent aux études cliniques, que ce pourcentage-là tende vers le 100 %. Il ne pourra pas être à 100 %, mais il y a certainement moyen, par de la sensibilisation comme on fait aujourd'hui, d'augmenter le pourcentage de participation aux études cliniques. Si on a les meilleurs chercheurs au laboratoire, si on a les meilleurs penseurs, les meilleurs cerveaux, mais qu'il n'y a pas de médecin clinicien, il n'y a pas d'infirmière de recherche, il n'y a pas de pharmacien qui participe à la recherche, il n'y a pas de patient qui participe à la recherche, on va traiter le myélome multiple comme on le traitait dans les années 60. très bien dit, très bien dit. Souvent, c'est un sujet qui peut faire peur quand on ne sait pas. Donc, sachez qu'il y a toute l'information qui est là pour vous accompagner. Il y a autant des webinaires, des documents. Posez vos questions à votre équipe de soins, ils sont là pour ça. Donc, très bien dit. Et merci beaucoup pour le petit côté sensibilisation. Une autre question, si vous avez encore quelques minutes, Docteur Leblanc? Oui, 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 oui. peut-être un petit 2, 3 minutes, puis on va s'arrêter là. Est-ce que vous pourriez expliquer la différence entre les CAR-T de façon commerciale et les CAR-T comme le TAC qui sont plus faits maison? Il y a plusieurs modalités d'immunothérapie. Dans les deux cas, c'est des modalités d'immunothérapie où, dans le contexte des CAR-T, on va chercher les lymphocytes pour les éduquer d'une certaine façon à devenir toxiques contre les cellules de myélome multiple. Mais il y a plusieurs façons d'éduquer des lymphocytes. Et le bagage génétique qu'on insère dans les soldats du système immunitaire, les lymphocytes T, ce bagage génétique-là peut être différent d'un programme éducationnel à l'autre pour éduquer les lymphocytes T à devenir toxiques contre les cellules de myélome multiple. Donc, ces traitements-là peuvent porter différents noms. On parle de CAR quand on est dans ce qu'on appelle les Chimeric Antigen Receptor, le CAR, mais les TACs, donc c'est une autre programmation pour éduquer de façon différente contre, ça peut être la cible similaire, le BCMA ou une autre cible, mais c'est pour éduquer de façon différente. Les TAC, donc il n'y a pas encore beaucoup de données avec les TAC. Au Canada, on va commencer dans les, je vous dirais, on est toujours optimiste. J'aurais aimé que ça soit dans les 10 prochains mois. Ça risque d'être un petit peu plus loin. Il y a une étude de TAC qui va ouvrir au Canada dans 4 centres auxquels donc les TAC ont un avantage potentiel où l'efficacité risque d'être similaire au CAR-T, mais avec moins d'effets secondaires. C'est le souhait des TAC parce qu'on active bien les lymphocytes T, les soldats, mais
on les active de façon moins agressive, moins fulminante, auxquels les effets secondaires immunitaires, quand on active trop le système immunitaire, avec ce qu'on appelle les tempêtes cytokiniennes ou les CRS, sont moindres, les neurotoxicités risquent d'être moindres. Donc, on essaie toujours soit d'améliorer l'efficacité, soit de diminuer les toxicités jusqu'au moment où on va guérir tout le monde avec une absence d'efficacité. Avec une absence de toxicité, je devrais dire. Oui, c'est ça. C'est bon. Une dernière question. C'est deux questions combinées en une. Donc, par rapport soit à la récidive ou pas, dans le cas où est-ce qu'on veut demander un deuxième avis, c'est un petit sujet délicat parfois pour certaines personnes. Ils pensent devoir offenser leur médecin. Comment est-ce qu'on s'y prend si on veut un deuxième avis? Effectivement, c'est un sujet délicat. Vous savez, on entend parler dans les médias que le système de santé est débordé, a de la difficulté, ce qui fait en sorte que de dupliquer des deuxièmes évaluations, il y a des gens qui demandent des troisièmes opinions, ça m'est arrivé des quatrièmes opinions. Personnellement, je n'en fais pas. Ce que je fais, c'est que je réponds au médecin qui a évalué le patient, il me donne toute l'information, puis je guide les médecins. Plusieurs de mes collègues font ça. Il y a certains hématologues dans la province qui acceptent de faire des deuxièmes opinions. C'est juste difficile. J'aurais de la difficulté de faire des deuxièmes opinions et de traiter tous les patients que je traite. J'y arriverai pas. Ce qui fait en sorte que j'ai dû faire des choix. Il y a certains docteurs qui se permettent de faire des deuxièmes opinions, des troisièmes opinions. Vous pouvez demander d'être orienté. Puis à ce moment-là, votre médecin traitant doit prendre le téléphone ou le courriel ou pour communiquer avec un médecin qui peut faire des deuxièmes opinions. Et il y a une liste de médecins au Québec, le groupe des maladies plasmacytaires du Québec, le GMPQ. C'est un groupe de médecins qui ont développé l'expertise sur le myélome multiple ou maladies équivalentes, auquel, donc, si votre médecin ne fait pas partie de ce groupe-là, il peut certainement demander opinion à l'un des médecins du GMPQ pour soit voir l'un de ces médecins-là ou le plus souvent guider votre médecin pour vous donner les traitements les plus appropriés. Et juste pour clarifier, est-ce que c'est le patient qui va faire la demande ou si c'est le médecin qui doit demander? Exemple, est-ce que le patient doit aller voir à un autre hôpital, par Non, exemple, et faire... Non, non. c'est pas comme ça. Le patient demande à son médecin traitant et le médecin traitant prend les mesures pour faire voir son patient en deuxième opinion. On va clore la session pour tout de suite. Je vois qu'on a Martine Elias qui est en ligne aussi, qui est notre présidente directrice générale. Martine, est-ce que tu avais un petit dernier mot de fin par rapport à la recherche clinique? Non, je voudrais vous remercier, docteur Leblanc. Là, vous nous avez mis de la broue dans le toupette, comme on dit, avec tout ce qui se passe en recherche ici. C'est vraiment excitant, puis je pense que l'avenir est quand même très prometteur. Évidemment, vous avez parlé beaucoup de médicaments qui sont en recherche clinique, qui ne sont pas encore disponibles là, au chevet du patient. Là. C'est ça qu'on travaille fort pour obtenir, là, tous les bispécifiques et les CAR-T. Il faudrait que ça vienne plus tôt que vite, là, disons, là, de notre côté. Mais on est là pour vous supporter dans vos revendications puis s'assurer que les patients vont avoir accès à ces médicaments-là le plus tôt possible parce qu'on va en avoir de besoin. Oui. Parfait. J'aimerais vous remercier encore une fois, Dr. Leblanc, d'être très actif et collaborateur avec Myélome Canada et avec toute la communauté du myélome. Donc, je vais vous souhaiter une belle journée et à la Merci prochaine. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Au Bonjour. revoir.